bonjour. Bonjour Benoît. Bon, alors, tu veux commencer avec François Legault? Oui, parce que ça fait quelques mois, tu sais, même je dirais peut-être un an, qu'il, quand il passe dans le couloir, il n'arrête pas très longtemps, mais l'heure était grave ce matin, là, évidemment, avec les tarifs de 50% sur l'acier et l'aluminium. Ouais. Ça frappe durement au Québec. Puis le premier ministre, avant de rentrer dans le, dans le Salon Rouge pour la période de questions, ben, il a déclaré, entre autres, ce qui suit, on peut l'écouter. Complètement illogique, en particulier pour l'aluminium. Je vous rappelle deux chiffres. Quand on regarde la consommation d'aluminium aux États-Unis, 60% vient du Québec, puis seulement 20% des États-Unis. Ça ne tient pas debout, ce qui fait du côté de l'aluminium, mais il semble que personne n'est capable de le ramener à la raison. Je vais parler demain avec Mark Carney pour voir si on peut bonifier les programmes de liquidité, entre autres pour les grandes entreprises. C'est ce qui est demandé. Bon. Alors, ce qu'il nous a expliqué, c'est qu'il va y avoir des effets assez rapidement qui vont se faire sentir chez les constructeurs automobiles, notamment GM et Ford, qui vont refiler la facture aux acheteurs. La hausse de prix va diminuer la demande. Des pertes d'emplois sont à prévoir. Il n'a pas pu exactement quantifier la perte d'emploi. Tu sais, il avait déjà parlé de 100 000 emplois, alors qu'en Ontario, on en était à 500 000. Donc, c'est ça. Incompréhensible, hein? Il a raison. François Legault a raison. Il a absolument raison. Les gens vont payer plus cher pour leurs biens. Puis Trump pense renflouer les coffres des États-Unis puis réduire la dette en étranglant les consommateurs. Je lisais un aspect... Face, ça? Non, j'ai juste monté le son un peu. Je t'entendais pas très bien. Parce que là, je fonctionne avec mon téléphone maintenant. Là, je t'entends trop fort. Que c'est énervant. Maudit. Excusez-moi. Donc, autre exemple que j'ai vu dans le Globe and Mail, qui est bien intéressant, c'est que ça a un effet sur le prix de l'essence indirect, ces tarifs-là, parce que l'acier, ça représente environ 10 à 20 du coût de forage d'un puits de pétrole. Donc, il y a des experts, là, des analystes du marché pétrolier qui ont dit au Globe and Mail, écoutez, ça augmente encore le coût de production du brut américain et les prix d'équilibre des gisements de schiste. Tu sais, tu dis, ça n'a pas de bon sens. Et là, je reviens à ce que M. Legault a dit, c'est contre toute logique, mais qu'est-ce que tu veux? Les gens le suivent, les gens le croient. C'est un peu une secte, le Parti républicain. Actuellement, il n'y a plus personne qui ose. Jusqu'à temps qu'ils voient les factures d'épicerie et les factures de consommation augmenter, puis dire « Oh, c'est ça le résultat final du Donald. » Pas sûr qu'ils vont faire l'affaire de tout le monde. Je sais pas, s'ils vont l'attribuer au Donald ou ils vont dire comme le Donald, c'est de la faute à Biden. D'ailleurs, qui est un robot, hein? Biden? Il est mort, puis il est un... Oui, j'ai vu ça. Je suis en train de lire le livre sur Biden. J'ai comme une centaine de pages. Mais en dehors de toute l'hypocrisie de Jake Tapper là, de CNN, qui l'a vu, lui, Biden. Là, ça se peut pas qu'il ait jamais vu ce qu'il décrit dans son livre. C'est vraiment troublant comment... Là, on ne parlera pas du Parti républicain, mais du Parti démocrate, là, comment ils ont protégé Biden, ils l'ont entouré, ils l'ont formaté, ils l'ont caché à certains moments. C'est vraiment intéressant comme livre. Je veux te parler d'un dilemme de François Legault. Paris ou Washington? Est-ce que Paris, c'est aller essayer de diversifier l'économie québécoise? Ça se fait pas en criant ciseaux, là. Moi, j'ai parlé à des gens de la Beauce pendant la campagne électorale qui me disaient, écoutez, là, on fabrique nos objets, notre marchandise, on met ça sur le camion, puis en 6 heures, c'est rendu chez nos clients. Comment diversifier ça une fois que ça coûte trop cher? Bon, là, François Legault, il a décidé d'aller en France plutôt qu'aller à Washington. Il avait dit, je vais aller à Washington, mais là, il va au Salon de l'espace et de l'aéronautique à Paris. Et tout à l'heure, il s'est expliqué là-dessus. Il dit, écoutez, là, il
Il y a des occasions en matière de défense. Il y a des entreprises comme CAE, comme Bombardier, comme Pratt & Whitney qui peuvent rencontrer d'autres entreprises comme Dassault, Saab, Safran, puis ça peut vouloir dire des nouveaux contrats pour ces entreprises-là. Donc, ça vaut la peine d'y aller, mais il faut aussi faire des démarches aux États-Unis, mais en même temps, il y en a eu des démarches hier. Tu sais, je t'ai fait jouer un extrait de Lotnick hier qui disait « Les tarifs sont là pour rester ». Bon, Dominique Leblanc, le ministre fédéral, est allé, puis le jour même, un décret a été signé sur des tarifs vraiment extravagants sur l'acier et l'aluminium. En passant, Mark Carney n'avait pas été élu pour ça, pour nous empêcher ces choses-là. Oui. On le voit, le résultat final, là. Il sait comment le monde marche, lui. Il sait comment le monde fonctionne. Il sait comment négocier. Mais à sa décharge, c'est très... c'est aléatoire, mais en même temps, en campagne électorale, qu'est-ce qu'il aurait fait, M. Carney, face à de nouveaux tarifs comme ça? Il aurait suspendu sa campagne, Benoît. Ah oui. Il serait allé à Ottawa, il aurait dit, on va prendre des décisions. Ouais. Là, je comprends, il va en prendre des décisions, mais on est devant quelque chose. Mais tu peux pas prévoir. Exactement. Donald Trump. Si tu lui résistes, il va t'en sacrer une. Si tu es à plat ventre, comme on l'est, il va t'en sacrer une. Puis là, finalement, qui paye? C'est nous. C'est 600 millions mais de des plus, fois, ça sort de nos poches, là, cet argent-là. Vous pensez quoi? Mais souvent, il a fait le taco. Là. Peut-être qu'il va faire encore le taco avant le G7, puis qu'on va avoir une entente. Ouais, il fait plus le Hummer ces temps-ci. Mais je trouve que c'est une bonne idée de diversifier, d'essayer de diversifier notre économie, mais aussi de faire des représentations aux États-Unis. Peut-être qu'à un moment donné, ça va percoler puis il va y avoir des effets. Donc, notre diplomatie est là pour ça. Avec la France. Tu sais, arrêtez avec le troisième lien en coin de Québec. On n'a pas besoin. Faites ça avec la France. Qu'est-ce que glande Geneviève Guilbeault? Il faut qu'elle nous présente un troisième lien avec la France. Ben oui. C'est une bonne idée. Ben oui, il y a des câbles sous-marins déjà. Exact. Tu sais? Ah oui, t'essuies, puis tu creuses, puis tu t'en vas jusqu'à là-bas. Tu détournes quand tu accroches le Titanic, tu fais un croche, puis là, tu continues. Tu clignotes à gauche, puis bon. Ou à droite. À gauche, ça doit être plus froid qu'à droite. Oui, je pense. À gauche, hein? Vers le pôle Nord. Plus tu vas à gauche. Non, va à droite. Va à droite, t'es plus confortable. Projet de loi énergie qui tombe mal, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est parce que c'est le projet de loi 69 sur l'énergie qui a été déposé par Pierre Fitzgibbon, qui a été transformé par Christine Fréchette. Il y a encore des amendements. Puis là, on sent vraiment que le gouvernement veut faire un bâillon là-dessus. Première indication qu'on s'en va vers un bâillon, ben Christine Fréchette hier a dit, ben son adoption avant l'été, là, ça va permettre d'économiser 6 milliards sur la stratégie éolienne. Puis là, François Legault, dans le couloir tout à l'heure, écoutons ce qu'il nous a dit. C'est assez clair qu'on s'en va vers un bâillon, mon cher Benoît. Sur le projet de loi 69, qui est actuellement bloqué par le Parti québécois et le Parti libéral, il y a des projets sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, Bas-Saint-Laurent, qui sont prêts cet été, mais là, le PQ et le Parti libéral veulent retarder l'adoption du projet de loi 69 à l'automne. Donc, ça priverait toutes ces régions-là de bons emplois cet été. Donc, moi, je demande au Parti québécois et au Parti libéral là, de penser aux travailleurs des régions du Québec. Alors, ça va être un bâillon. La session était censée finir vendredi, Benoît, mais ça va finir samedi aux petites heures. Ça, c'est clair. Mais tout le monde, dans ce milieu-là, ou face à ce projet de loi-là, invoque la nouvelle donne. Hein? Le gouvernement a dit, ben, avec les tarifs de Trump, il faut des projets, puis là, on va avoir des projets en éolien. Par contre, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a dit, ben, voyons donc, le projet de loi 69, ça va pelleter la hausse du coût de l'électricité dans la cour des PME. Puis pourquoi ça existe, ce projet de loi-là? C'est parce que il faut doubler Hydro-Québec, puis il faut faciliter à Hydro la vie pour qu'il puisse doubler sa capacité, pour que la société d'État puisse doubler sa capacité. Mais ça pose toute une question. Qui va payer pour ça? Qui va payer pour ces investissements-là? Donc, on en vient à la question des coûts d'électricité, des tarifs. Là, si le tarif est employé dans le bon sens, et c'est le dilemme, c'est est-ce que c'est les particuliers ou les entreprises?
le gouvernement, lui, a décidé résolument de dire les tarifs pour les particuliers, on fixe ça à 3 %. On enlève finalement toute possibilité à la Régie de l'énergie de décider, ce qui était très bon. Là. Depuis les années 90, justement, on avait arrêté de faire de la politique avec les tarifs d'hydroélectricité. Hein? Avant, on le sait, il y avait toujours un parti qui disait « Hey, moi, je vais les geler, les tarifs. Non, moi, je vais les geler encore plus. » Puis là, ça faisait qu'Hydro-Québec se retrouvait avec des tarifs extrêmement bas, puis jamais les tarifs pouvaient monter. Il fallait dépolitiser ça. Mais là, le gouvernement, depuis 2018, a complètement saccagé ce bel outil qui était la Régie de l'énergie puis la dépolitisation des tarifs. Et il a choisi de plafonner à 3 % la hausse pour les particuliers, puis de refiler la facture aux entreprises. Mais aux entreprises au Québec, c'est pas nécessairement des grandes entreprises, c'est souvent des PME qui c'est elles qui vont casquer. Alors encore une fois. Encore une fois. C'est ça. Encore une fois. Mais tu sais, oui. Un mot sur l'immigration avec M. Roberge. C'est intéressant, Jean-François Roberge, hier, a annoncé que l'immigration, pour la première fois, ça va être planifié autant pour les permanents. On parle toujours du seuil d'immigration, du nombre d'immigrants qu'on va accueillir chaque année. Puis là, il y a des débats entre le PQ qui dit 35 000, Québec solidaire qui dit 80. C'était ça aux dernières élections. Mais on oubliait de planifier les temporaires aussi. Et là, M. Roberge, Jean-François Roberge, le ministre de l'Immigration, a dit, dans la prochaine planification que je vais déposer, il va y avoir des scénarios de baisse, mais tant pour les étudiants, les travailleurs étrangers temporaires, puis les permanents. Là, ce matin, André A. Morin, le critique en matière d'immigration du Parti libéral du Québec, a dit, il planifie pas. Là, j'ai essayé de savoir pourquoi il a répété ça, parce que M. Roberge a dit, au contraire, on va essayer de planifier les temporaires. Autre sujet qui est lié à l'immigration, Jean-François Roberge a salué le projet de loi fédéral qui a été déposé hier, qui donne d'énormes pouvoirs d'enquête, puis qui pourrait permettre au fédéral de refuser beaucoup d'immigrants pour sécuriser la frontière. C'est un signal qu'on envoie à Donald Trump, mais aussi, je pense, au Québec, qui reçoit une bonne partie de ces immigrants-là, qu'ils soient temporaires ou des demandeurs d'asile. On peut écouter Jean-François Roberge qui a dit on va dans la bonne direction. Mais ce que je vois, c'est qu'enfin, Ottawa bouge, le fédéral bouge, les demandeurs d'asile. Il y a eu, je vous dirais, plusieurs années où ils étaient dans le déni. Là, je vois qu'ils vont bouger. On va évaluer le sérieux de leur démarche puis l'efficacité éventuellement. Mais je trouve ça intéressant qu'ils fassent un pas dans la bonne direction. Mais l'objectif, c'est d'atteindre la cible. Il faut que le fédéral réduise à un maximum de 200 000 le nombre de résidents temporaires qui relèvent d'eux. Mais il faut atteindre cette cible. C'est réaliste, ça, non? Petit commentaire en terminant là-dessus. Ouais. Moi, j'en reviens pas à quel point on est en train de démanteler complètement l'édifice Trudeau. Hein? Les 10 ans de Trudeau. Hein? On abandonne finalement la lutte au gaz à effet de serre. Les frontières ouvertes, là, ça a l'air que ça commence à finir. Même sur les droits des Autochtones, il y a donc, on a élu Carney à Ottawa, mais c'est le programme conservateur qui gouverne, Benoît. C'est stupéfiant. Ouais. Parfait. On se reparle demain. Merci, Antoine. Merci, Benoît.